1h54 depuis la voie Z. Voici tu même des voies en face. Changement de destination de Pont-Saint-Jean-des-Abrets. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce troisième podcast. Les introductions sont toujours un peu difficiles pour moi, le fait de se lancer c'est toujours très dur. Je vais me présenter, une toute petite présentation pour le début, puisque c'est que le troisième podcast. Et donc moi c'est Véronique, j'ai 45 ans, je vis dans les Monts du Lyonnais. Et ici sur ce podcast on parle de tricot, de couture et un petit peu de canage. Je vais vous proposer aussi aujourd'hui de revenir un petit peu sur le trail tricot. J'ai eu la chance de participer au trail tricot organisé par Cécile que font mes mains et son mari Tricochou Benoît. J'avais envie de revenir un petit peu dessus parce que c'était trop chouette. Voilà. Donc ça, je le mettrai tout à la fin. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de la couture en premier, ensuite du tricot, ensuite du canage, pour terminer par le trail. Et je vais essayer de vous mettre les séquences ou de chapitrées. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire pour que en fait, ça vous paraisse moins long, puisque j'ai eu quelques retours par rapport à la longueur de ce podcast. Et puis, je vais aussi essayer de m'améliorer sur le montage. J'ai eu des retours sur le fait que la musique que je mettais lors des petits essayages que je fais pour vous montrer mes cousettes, elle est en décalé et du coup elle couvre un peu quand je parle. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait. Et effectivement, lors du montage, il y a eu un cafouillage. Et donc tout est décalé. Non seulement les musiques des essayages, mais aussi les vignettes qui apparaissent quand je parle d'un projet ou d'un patron, les petits mots que je peux mettre avec la petite clochette pour reprendre quelque chose que j'ai dit ou j'ai fait une erreur. Je pense par exemple, je parle de mondial tissu alors que c'est le tissu des Ursules par exemple. Enfin bref, des petits détails comme ça que j'avais ajoutés sur ma vidéo précédente. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai peut-être rajouté une intro, j'ai pas vérifié si c'était tout bien dans l'ordre. Et du coup, j'ai mis la vidéo en ligne et en fait, il y a tous ces décalages, donc vous avez rien dû comprendre. Bref. Voilà, je suis encore amatrice. C'est de l'amateurisme, voilà, les vidéos pour moi c'est pas quelque chose d'intuitif et j'apprends et du coup il y a des petits couacs comme ça donc bon voilà, il va falloir faire avec. Et on va essayer de faire mieux pour ce troisième podcast. Avant de commencer aussi, pour finir un petit peu le blabla, je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires. C'est super chouette. Encore une fois, ce podcast, je l'ai créé parce que voilà, les interactions et les partages, j'en avais besoin et c'est trop chouette de pouvoir échanger. Les réseaux sociaux sont sont ce qu'ils sont, mais n'empêche qu'ils permettent un tas d'échanges et du coup ça répond à mes attentes et voilà, je suis trop contente. Merci pour vos petits pouces, vos abonnements, enfin vraiment je suis très heureuse de tout ça. Je lis tous vos messages, je réponds à tous vos messages, enfin j'espère parce que je ne sais pas toujours ce qui se passe mais il y a des messages qui apparaissent que j'arrive plus à retrouver ensuite, donc j'espère que j'ai répondu bien à tous les messages, sinon je vous prie de m'en excuser par avance et j'essaie de bien faire gaffe à tout ça. Voilà, je voulais aussi remercier la Fabrique à Bibi qui a parlé de mon podcast. Elle est adorable, elle a dit des mots très sympas sur ce nouveau podcast et du coup ça m'a fait chaud au cœur. Et puis aussi à Emma de Tricolibri, elle a aussi parlé de mon podcast Une Bullette et du coup c'était trop chouette. J'adore regarder les podcasts d'Emma et du coup ça me fait découvrir aussi des nouveaux podcasts comme La Fabrique à Bibi que je connaissais pas. Et donc c'est ça aussi qui est chouette
ce partage ce partage de podcast. Voilà. On va pouvoir commencer et donc c'est parti pour la partie couture. Et donc j'espère qu'en bas, je vais essayer de mettre la partie, comment on dit, les minutes auxquelles commencent les autres parties, la partie tricot ensuite. Voilà, allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs patrons. J'ai commencé par ce que je porte. Alors, c'est un t-shirt plantain, c'est tout simple, hein. Les t-shirts plantain, c'est les designers patrons d'Irendo qui font ce t-shirt. Donc c'est un t-shirt manche longue normalement et il a une encolure très évasée. Moi j'aime pas trop quand c'est trop ça descend trop, donc du coup je recoupe mon patron, j'avais redessiné mon patron pour recouper des encolures différentes, et donc en fonction de l'élasticité de mon tissu, je calcule la bande d'encolure qu'il faut que je mette pour mon patron et pour la nouvelle découpe. Et alors, je voulais vous apporter... Non, j'ai oublié, je reviens. Voilà ce que je voulais vous apporter. C'est le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et en fait, pour coudre mes t-shirts, j'ai toujours un petit peu de mal à avoir un arrondi de colle sans que ça, comment dire, ça fripe, sans que ça gondole, ou alors que ça devient complètement lâche. Et du coup, ce livre, il m'a bien aidée. Elle explique vraiment tout ce qu'il faut pour bien comprendre la matière stretch et comment la coudre. Et elle nous donne des petits calculs en fonction de la forme de l'encolure, en fonction forcément du stretch du tissu, puisqu'il est plus ou moins stretch, et puis en fonction aussi de la largeur de l'encolure qu'on veut. Et avec tous ces éléments, on rentre nos petites mesures du patron dans le tableau, et en fonction de ça, on a un pourcentage qu'on multiplie à la mesure de toute l'encolure, et ça nous donne normalement la bonne longueur d'encolure qu'il faut pour ces patrons. Alors, il m'arrive encore de pas toujours super bien arriver à coudre mes cols de t-shirt. Il y a encore des moments où il y a des petits flottements, des petites vrilles, je sais pas comment vous dire, et c'est pas encore, le stretch pour moi ça reste une matière qui est difficile à coudre, mais avec ce livre quand même je m'en sors pas trop mal, et celui-ci donc ça fait partie des derniers que j'ai cousus, et ça va, c'est vraiment très correct. Voilà, donc celui-ci je le couds toujours à la surjeteuse entièrement, et il n'y a que l'ourlet du bas en fait que je couds à la recouvreuse, puisque j'ai la chance d'avoir une recouvreuse. Voilà, alors du coup je me fais des séries de temps en temps et je retire ceux de mon armoire qui sont un peu trop usés, et mes filles viennent m'en piquer un petit peu dans l'armoire, donc de temps en temps il faut que j'en couds un petit peu plus pour satisfaire toute la famille. Voilà, donc ça c'est mes dernières cousettes. Et puis je porte également une jupe Jaya. Donc, je vais essayer de vous la montrer en reculant un petit peu. Voilà. Alors la jupe Jaya. Je vais faire comme le lapin d'Alice, je vais monter sur le canapé. Voilà. Et voilà. C'est une petite jupe que j'aime beaucoup porter. Elle est cousue dans le tissu de Liz Taylor.
un tissu d'une ancienne collection que j'aimais beaucoup. J'étais tombée amoureuse de ce tissu. Je sais pas comment, enfin je sais plus comment il s'appelle. Voilà, c'est une jupe qui est très fluide et qui est très très confortable. Elle se coud alors de deux manières. On peut avoir une pointe en triangle ou une pointe arrondie comme celle-ci. Et de l'autre côté, voilà, ça fronce aussi avec la fermeture derrière. Voilà, donc cette jupe-là, pour moi, c'est un standard. En général, quand j'ai un joli tissu, surtout ceux de Liz Taylor d'ailleurs, je couds cette jupe-là parce que je suis sûre de la réussir et je la porte et c'est quelque chose qui rentre bien dans ma garde-robe et avec laquelle je suis très à l'aise. Alors la jupe Jaga, c'est une jupe de PM Pattern. C'est Papillon et Mandarine qui fait ce design de jupe. Voilà, rien de plus à dire sur cette jupe. À l'occasion, s'il y a d'autres podcasts, vous en reverrez d'autres puisque je les porte très très souvent. Le tissu de Liz Taylor, il a tendance là à être un petit peu plus clair. Enfin, il y a un petit halo, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit halo un peu blanc qui s'est posé sur le tissu. Bon, c'est pas flagrant, hein, voilà, mais enfin, en même temps, je fais que de la porter. Donc, effectivement, quand on porte un vêtement, de toute façon, les couleurs passent inévitablement. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, au niveau des cousettes, alors, j'ai cousu une blouse Idamum. Alors, je vais l'attraper. Je suis toujours là. Voilà. Donc ça, c'est une petite blouse Idamum. C'est un patron dont je vous ai déjà parlé. Puisque j'avais fait... Ah, j'ai encore oublié quelque chose. Alors, c'est un patron, je disais, dont je vous ai déjà parlé, puisque lors de mon tout premier podcast, j'avais fait une version pour ma petite sœur, une version en double gaze. C'était cette version-là, voilà, et avec ce tissu-là. Donc je ne l'ai plus, hein, puisque je lui ai offerte. Elle est venue la récupérer. Donc du coup, je m'étais dit, avec ma petite soeur, je suis un petit peu plus carrée qu'elle, mais pas beaucoup plus. Donc je m'étais dit, le patron est déjà découpé. J'avais trouvé un tissu sur des puces de couturière qui me plaisait bien. Alors c'est pas du Liberty, mais c'est un tissu très léger, j'aime bien la couleur. Et je me suis dit, bon, il faut que j'en fasse quelque chose de ce petit tissu. Et donc du coup, je m'étais dit, je vais associer les deux, ce patron et ce tissu-là. Alors, sur le patron d'Idamum, donc ça c'est Ikati et les petites choses qui font ce patron-là. Il y a plusieurs versions. Donc, celle que j'avais faite à ma sœur, c'était cette version-là. Voilà, cette version-là. Donc, sans le col cheminé avec le froufrou en haut et avec des versions. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais là, j'attends que les pompiers passent. Voilà, ça y est, ils sont partis. Donc c'était cette version-là que j'avais cousue à ma petite sœur et en version longue. Et donc elle était plutôt pas mal, voire presque un peu grande, mais voilà, c'était bien. Donc je me suis dit, je vais reprendre la même taille, donc c'était une taille 40. Et moi, vu que je suis un petit peu, voilà, j'ai des bonnes épaules, je vais éviter de faire la version avec les manches courtes comme ça, parce que j'ai trop peur que voilà, ça me rallonge encore un peu plus les épaules et que ça fasse vraiment une carrure. Donc, j'ai préféré couper la version donc sans le col
toujours avec le col ras à le cou, sans le froufrou en haut, mais avec les manches, l'emmanchure ici que j'ai coupé pour faire une version manche courte. Donc voilà ma version. Alors, la version manche courte, la voilà. Le petit froufrou sur la bavette devant et puis le col qui s'arrête ici. Donc derrière, on a un empiècement, tout est doublé, c'est très très bien fait. Si je mets ma petite chemise à l'envers, ma petite blouse à l'envers, vous allez voir que l'intérieur c'est très réfléchi, c'est hyper propre. Donc on voit l'envers voilà, hyper propre du devant et puis le derrière. Donc la construction fait que sont assez pro. Voilà. J'ai donc fait un essayage ensuite et il s'avère que c'est un gros flop. Oh, alors, qu'est-ce qui va pas dans cette blouse? Alors déjà, elle me va trop au bord du cou, ça me serre, c'est pas du tout agréable. J'avais fait un espèce de pli en reprenant la couture de la bavette et du coup j'avais un nouveau fronçage qui remontait sous la bavette. Il a fallu que je redécoupe, que je reprenne tout. Alors je m'étais dit c'était peut-être ça, mais il n'empêche que tout au niveau de la poitrine je me sens engoncée et au niveau des manches, je lève mes bras aux 2/3 et voilà, la blouse, elle reste collée en haut et elle ne redescend plus. Alors, je pense que j'ai fait une mauvaise association de tissus. Pour ce genre de robe, il faut un tissu vraiment fluide. Je pense que pour ma morphologie, il aurait sans doute fallu 1 ou 2 tailles supplémentaires par rapport à ma petite sœur. Pour une version avec ce tissu-là, il aurait aussi fallu que les manches soient ouvertes comme ce que proposait le patron. Je vous l'essaierai ensuite, c'est vraiment pas terrible. Je suis déçue parce que j'aimais bien le tissu et parce que j'en avais fait quelque chose et voilà, j'étais contente de réutiliser un patron que j'avais utilisé pour ma sœur, mais non, c'est un vrai flop. Vous allez voir, je vous montre juste après, mais ça va pas du tout. Donc, je sais pas trop encore ce que je vais faire de cette cousette. Soit elle va à quelqu'un qui est moins carré que moi et du coup, c'est pas l'idée, enfin c'est pas l'histoire des emmanchures qui cloche, mais c'est vraiment que c'est trop petit. Soit, et ben du coup, il faudrait que je démonte les manches et que je remonte des manches version celle-ci là, cette version là. Voilà. Avec juste un bandeau de tissu. Bref. Pour l'instant, je la boude. Je l'ai mise au coin, je ne veux plus en entendre parler. Donc je la laisse pour l'instant dans un coin de mon atelier et on verra si je la reprends ou pas. Bon, vous avez peut-être des idées, hein. Mais pour l'instant, c'est pas du tout convaincant. Je me suis dit, allez Véro, essaye de la porter juste une journée pour voir. Mais 5 minutes, hein, 5 minutes et je la supportais plus. Donc non, c'est pas la peine. On coupait des vêtements pour être engoncés et pas bien du tout. Donc voilà, il faut que je trouve une solution ou alors je la proposerai à quelqu'un qui est vraiment plus fin, plus petit que moi. Voilà pour la blouse Idamum, un flop total. Comme quoi en couture, on ne réussit pas toujours ses projets. Allez, je vous montre.
couture suivante. La couture suivante, c'est une couture réussie. Heureusement, il y en a. Ça, c'est plutôt encourageant. Donc, je vais vous parler du patron Plume. C'est un patron de Joli Lab et ça part d'un top que l'on peut rallonger pour en faire une robe. Donc il y a plusieurs versions avec une basque, avec des boutons, voilà, avec un petit volant, avec un petit nœud sur l'épaule et puis voilà. Donc plein de versions. Moi j'en suis à ma 6e version je crois. J'en ai cousu à ma fille, ma 2e fille, et puis j'ai cousu aussi un top pour voir un peu comment le patron allait sur moi. Donc voici ma version. Alors elle est un peu froissée, hein. Ma version top, c'était vraiment une toile pour voir si ça allait. Donc j'ai fait la petite version avec le petit nœud en haut. Et donc je me suis aperçue avec cette version-là que mes pinces poitrine, elles étaient bien trop hautes. Et puis que le derrière du dos, il descendait vraiment bas et on voyait mon agrafe de soutien-gorge. Donc j'avais pas très envie de ça. Donc voilà, je le porte à la maison, voilà, quand il fait très chaud. Mais voilà, donc j'ai voulu modifier tout ça. Et donc pour ma version suivante, j'avais vu aussi que au niveau de ma poitrine, c'était à peine concluant. Et à l'époque, quand je l'ai cousu, il y avait avril sur un fil, je crois. Je regardais ses podcasts, mais ça fait longtemps j'en ai pas vu. Bref, elle parlait du FBA. Donc, c'est un ajustement qu'on fait pour poitrine un peu forte. Et elle expliquait qu'elle avait fait plusieurs FBA sur ses patrons et que du coup, c'est vrai que le tombé du vêtement, c'était quand même beaucoup mieux. Et donc je me suis dit, je vais essayer sur cette version, sur ce patron-là. Donc elle nous renvoyait à l'époque sur un tuto. Le tuto de Ready to Sew et sur ce tuto là en fait on a tout de A à Z sur comment se débrouiller avec sa planche patron et reprendre toutes nos mesures par rapport à nos mensurations pour faire un FBA. Et donc j'en ai fait je vais vous retrouver, j'espère que je vais vous retrouver. Voilà. Donc ma planche patron est toute découpée. Parce que du coup ça m'a demandé des petits calculs. Donc j'ai retrouvé ma planche patron initiale pour vous montrer tout ça. Et donc ça implique de refaire des découpes en fait dans son patron. Et ça réajuste tout le patron en fonction de notre poitrine. Donc moi j'ai pas une très très grosse poitrine, mais j'en ai quand même. Et du coup sur des petits modèles, surtout comme Joli Lab, ma poitrine elle passe pas sur ces patrons. Et du coup cette méthode elle est quand même pas mal pour pouvoir réajuster nos patrons voilà, sur des patrons où en général ça va à des poitrines un peu plus légères. Alors moi je fais un 95C voire D pour vous dire voilà, pourquoi j'ai fait ça. Et je pense que les patrons, notamment les patrons de Joli Lab, je pense qu'ils sont plus basés sur un 85 ou un bonnet B, et du coup je passe pas. Et effectivement, donc, en faisant tous ces ajustements, du coup j'ai réussi à avoir un patron ajusté à la largeur des deux mamelons et puis à la profondeur de mon bonnet. Donc tout ça, ça réadapte le patron. Et puis, je suis allée voir en plus de ça un tuto de Urban Ferry. Oui, c'est ça,
je regarde mes notes en même temps. J'avais tout noté à l'époque. J'avais pas fait mon petit dessin là cette fois-ci, mais bon, j'avais tout noté sur mes notes pour me rappeler. Et donc, j'avais aussi donc, été voir le tuto de Urban Ferry et j'ai descendu, donc, grâce à ces explications, j'ai descendu ma pince poitrine de 3 cm. Donc, non seulement donc, vous avez toutes les découpes qui élargissent le patron et qui réajustent la pince poitrine en fonction de la profondeur du bonnet et la largeur des seins, mais aussi j'ai descendu donc, toute cette partie-là de 3 cm pour que ma pince poitrine arrive vraiment au centre de ma poitrine. Donc, forte de cette expérience, je me suis servie de ce patron ensuite pour faire une version avec une basque. Voilà, donc cette version-là. J'ai utilisé un tissu que j'avais en stock, que j'avais dû acheter. Alors, quand je vais en famille sur Nantes, on n'est pas très loin d'une boutique qui c'est dans les Mauges en fait, près du 49, enfin, dans le 49 d'ailleurs, ça s'appelle Beaupréau en Mauges, et là-bas il y a une boutique qui s'appelle Chez Boubou. Ils font plein de prix super sur les tissus et à chaque fois je remplis ma valise de tissus et j'avais trouvé cette petite viscose, cotonnade viscose, voilà, assez légère pour faire une version donc allongée avec même une basque tout en bas. Et donc j'ai fait la version du plume avec le boutonnage et la basque froncée. Et donc cette version, elle était convaincante au niveau de la profondeur de poitrine et tout ça, ça va nickel. Il y a juste encore une fois où dans le dos, ma découpe, je ne l'ai pas assez remontée et on voit à nouveau, enfin encore une fois, ma bretelle de soutien-gorge. Donc pour essayer de ne pas la voir trop, j'avais bidouillé une espèce de languette que j'agrafe autour de mon soutien-gorge pour pas que ma robe descende trop et qu'on le voie. Mais en fait, c'est pas terrible. Du coup, c'est vrai que je voulais y avoir une version où ça me convienne de toutes parts. Donc ça, c'était encore une toile avec un petit tissu pas très onéreux et qui me convient très bien. Donc je la mets régulièrement, elle me plaît bien, c'est pas parce qu'elle descend un peu trop dans le dos que je la mets pas. Et donc j'avais acheté aussi ma toute première viscose de Liz Taylor. Je crois qu'il s'appelle Daisy celui-ci. C'est ce tissu-là. Et donc, je me suis fait la vraie version de la robe plume. Donc, toujours avec les boutons devant. Donc, les petits boutons de Liz Taylor aussi, à paillettes. Petits boutons bottines. Voilà. Et puisque voilà, le tissu de Liz Taylor est plutôt onéreux, du coup à l'intérieur, pour pas gaspiller tout mon tissu, j'ai utilisé une petite popeline que j'avais dans mon stock, ce qui fait que j'utilise un petit peu moins de tissu parce que ça se voit pas, c'est à l'intérieur de la robe, mais comme ça elle est toute doublée, toute bien comme il faut, et donc elle arrive juste en dessous du genou, elle est assez courte, et celle-ci, je n'ai pas ajouté la basque, le dernier volant en bas. Et alors là, elle va, mais nickel.
nickel. Donc le FBA, le fait d'avoir redescendu la pince, le fait d'avoir remonté un petit peu le dos, alors ça demande un peu de boulot, hein, forcément, le patron il n'est pas tombé nickel direct, quoi. Mais maintenant, je couds cette robe sans me poser de questions, je suis sûre qu'elle va m'aller. Et donc, après mes déboires sur ma blouse Idamum, il fallait quelque chose qui convienne. Et donc, j'étais tombée sur un tissu à carreaux chez Mondial Tissu. Oui, c'est ça. Là, je ne me trompe pas. C'est Mondial Tissu. Donc, c'est un tissu à carreaux un peu bleuté, gris. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez bien voir la couleur, là, à peu près, oui. Et donc, je me suis dit, je vais me faire une petite version de ma robe plume sans souci. Là, je suis sûre, c'est un patron qui va me convenir. Donc, j'ai fait une petite version avec bouton, toujours, avec la petite basque. Et puis, j'ai eu envie de petites poches. Voilà. Alors, j'ai mis une petite étiquette que ma petite belle-sœur m'avait offert à un Noël. Alors c'est des petites étiquettes qui s'appellent Labels by Catman, 4M, avec Claire Ritchie. Voilà, c'est une association. C'était une petite édition limitée et j'avais 4 superbes étiquettes que j'ose pas me servir tellement elles sont belles. Et là, je me suis dit, Véro, quand même. Et donc, je trouve que voilà, ça fait un petit twist sympa sur ma petite robe. Donc, ces petites poches, elles sont pas normalement sur le patron, hein, mais voilà, une robe sans poche, c'est pas possible pour moi. Et puis, quand je l'ai eu fini de coudre et que je l'ai montré à mes filles, elles m'ont dit, mais maman, t'as fait des poches? Oh, j'avais oublié de mettre des poches sur le côté. Je me suis dit, bon, bah, je vais la découdre et rajouter des poches. Et puis après tout, il me restait un peu de tissu. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de mettre des poches plaquées. Et en fait, ça va très bien avec le style de la robe. Donc voilà, mes petites poches plaquées sur ma petite robe. Et donc pour les boutons, c'est des petits boutons, enfin des boutons plastiques que j'avais cousus sur un de mes manteaux. Un manteau que j'avais cousu il y a peut-être 2 ans. Et en fait, ils étaient trop petits et ils sortent des boutonnières. Donc, j'avais dû changer pour des boutons plus gros. Et donc, je les ai récupérés pour ma robe. Voilà. Et alors, en dessous, j'ai mis un petit tissu de mon stock aussi. Mais qui a tendance les poids ont tendance déjà à s'effacer. Alors je sais pas trop où ça doit être, voilà, c'est pas un tissu, c'est un tissu que j'avais acheté à Jakarta quand on était à l'époque, quand on vivait en Indonésie. Et donc c'est ce genre de tissu qui sert à faire des petites trousses, des petites choses comme ça, mais pas des choses qui doivent être portées et lavées, je pense. Et du coup, bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur de ma robe, encore une fois, ça se voit pas. Ça m'a permis aussi d'avoir une robe un peu plus légère parce que, mine de rien, mon tissu, là, c'est un tissu qui est un peu cotonnade, un peu épais. Et donc, si j'avais doublé ma robe avec en plus le tissu cotonnade, elle aurait vraiment été lourde. Et alors que là, ça l'allège un petit peu et du coup, elle est très agréable à porter. Voilà pour la couture de ces derniers jours. Du coup, je ne sais pas si je vais vous présenter toutes les cousettes du patron plume juste après ou je vais peut-être juste vous porter celle-là et vous montrer l'effet de celle-là. Enfin, vous allez voir, ça dépend de ma motivation ensuite. Voilà.
Alors je le dis pas, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez des renseignements sur un patron en particulier, si vous voulez deux, trois détails que j'ai pas dit ou des petites choses comme ça, j'écris tout en dessous, enfin j'essaye de tout écrire en dessous euh, dans la barre d'infos ou avec les noms de patrons, les noms de tissus. Et puis quand je peux, je mets des petites vignettes quand elles sont au bon endroit au moment où je parle. Il y a des petites vignettes qui vont bien, qui décrivent les noms des patrons et les noms des designers. Enfin, c'est souvent des designeuses. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie tricot. Donc, pour le tricot, la dernière fois, je vous avais dit, il faut que je finisse mes mitaines avant de commencer autre chose. Et donc, c'est pas du tout de saison, hein. Mes mitaines sont terminées, les deux paires. Voilà, donc j'ai pu commencer autre chose. La première paire, alors je vous reparle vite fait hein, du patron, c'est le patron crème de l'atelier Lily. Et j'avais fait une première version, donc avec ici il est tombé avec la laine, les alpagas des Croisettes. C'est une filature artisanale qui est tout près de chez moi dans le 42. Avec cette jolie laine filet main, du coup, j'avais fait une première paire de mitaines et je m'étais aperçue que j'avais fait quelques erreurs dans la lecture du patron et puis il me restait de la laine. Donc j'en ai fait une deuxième paire et là j'ai bien relu le patron et j'ai fait exactement ce qui était recommandé pour le patron. Du coup, euh, il me reste sur ma boulette, mais quasiment, mais presque rien. Je les ai laissés dans l'atelier, mais il me reste vraiment presque rien en fil. Donc, du coup, je suis super contente. J'ai utilisé mes 100 grammes, ouais, c'était ça, ouais, mes 100 grammes, mes 252 mètres, et ça m'a fait deux paires de mitaines. Du coup, je vais pouvoir en offrir. J'ai ma petite idée en tête. Voilà pour les mitaines. Donc, vu que j'avais rempli mon objectif entre guillemets, hein, parce que ça reste du loisir, il n'y a pas d'objectif du tout, mais bon, il faut que je me mette des limites parce que sinon je m'éparpille, bref. Je me suis dit que je m'autorisais à commencer le patron de chaussettes de Emma Duchère. Duchère ou Duchesne. Donc Emma Duchère, pardon, j'ai écorché ton nom de famille, Emma. Alors, je pense pas que tu passes par là, mais si jamais. Donc c'est le patron de chaussettes Cray. Et puis, zut, est-ce que je vais me rappeler? C'est Sandra BLM qui proposait un cal pour faire ses chaussettes ensemble. Donc moi c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Les cales avec les échanges sur un nouveau réseau social que je connaissais pas. Bref, j'ai un petit peu suivi mais de loin. C'était compliqué d'interagir avec des 36 autres personnes du cal. Donc ça, je pense que c'est une habitude aussi. Et puis, il m'est arrivé mais plein d'aventures avec ces chaussettes. Alors, pour commencer, j'avais choisi de les tricoter avec les jolies laines de The Woolly Skin qui s'appelle le coloris Roxy Rookie. C'est un super coloris que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé au dernier Knit It. Donc j'ai commencé à tricoter mes chaussettes. Alors, sur le patron, pour commencer, des chaussettes, j'en tricote pas énormément, j'en ai fait 3 paires en tout, enfin voilà, et à chaque fois, elles sont trop grandes. Elles glissent de mes pieds, enfin voilà. Donc je m'étais dit, arrête de prendre une taille
standard, enfin la taille qui correspond. Véro essaye toujours de prendre une taille plus petite. Donc je suis partie sur la taille 1. Et en fait, le motif de ces jolies chaussettes, le superbe motif qu'a créé Emma, c'est un motif, sans dévoiler le patron, qui est sur un nombre de mailles, sur une grille qui peut porter à confusion entre deux nombres de répétitions de grilles. Et bref, j'ai pas bien. En fait, je suis encore un peu novice sur les grilles et en lisant le patron rang par rang, c'était pour moi pas assez simple et clair parce que voilà, je suis débutante sur ce genre de choses. Et je me suis aperçue qu'au lieu d'avoir 7 répétitions de motifs, j'en avais 8. Ce qui faisait que j'avais le même nombre de mailles en tout qui était demandé, mais quand j'ai voulu reprendre le motif au-dessus du pied, ça ne correspondait pas du tout. Et sur les réseaux du CAL, c'était déjà arrivé à d'autres tricoteuses, pardon. Sauf que moi, perdue dans le flot des informations et des communications, du coup, j'ai pas suivi. Et donc, je me suis trompée. Et puis, donc il y a eu ça. Et puis, en plus, je tricote très lâche. Et en une paire d'aiguilles, j'en ai pas encore beaucoup. Enfin voilà, le tricot, j'ai commencé depuis 2019, ça commence un petit peu à faire, mais c'est pas non plus. Voilà, donc j'avais des aiguilles en 3. Et tricotant un peu lâche, je m'étais dit, bon, il faut que je rachète une paire d'aiguilles en 2,75 parce que du coup, ça va pas aller, quoi. Donc j'avais déjà tricoté un peu de ma chaussette et redéfaite pour retricoter en 2,75. Et je les ai emmenés au trail tricot. Et donc j'ai rencontré plusieurs tricoteuses là-bas qui m'ont dit, mais non, mais en fait, t'es beaucoup trop lâche sur ta chaussette, ça va pas du tout. Du coup, il faudrait que tu tricotes plutôt en 2,5 ou en 2,25. Et là-bas, sur place, il y avait Aurélie de la boutique Un Instant Chez Moi qui avait amené quelques matériaux de sa boutique qu'elle laissait pour la vente. Et donc, elle m'a proposé un kit d'aiguilles. Est-ce que j'ai tout là? Ouais. Un kit d'aiguilles. Donc c'est la marque Xiaogu qui propose deux formats d'aiguilles, donc des un petit peu plus longues de 8 cm et des un peu plus courtes de 5 cm avec 2 câbles, et puis j'ai rajouté aussi des petits connecteurs. Et ça change tout. Effectivement, ma chaussette, du coup, le tissu, il n'est pas du tout déjaugé. J'ai une dentelle qui se tient. C'est beaucoup plus esthétique. Donc, j'ai redéfait ma chaussette. Je ne sais pas à combien de fois j'en suis à la refaire, mais cette chaussette, je pense que voilà, c'est peut-être la cinquième fois. Tellement je me suis trompée et que j'ai recommencé. Et puis c'est pas mal de se tromper et de recommencer parce que finalement, en remontant pour la 3e fois mon talon, j'ai compris qu'elle proposait un talon renforcé et je comprenais pas parce que dans ma lecture, des fois je zappe des choses et j'avais pas vu que ce qu'il fallait faire pour faire le talon renforcé. Et donc ça y est, maintenant j'ai compris au bout de la 5e fois. Donc là, a priori, j'ai les bonnes aiguilles. J'ai repris une taille 2 parce que je me suis dit, maintenant que j'ai
la bonne texture et le bon format d'aiguille, je devrais pouvoir faire ma vraie taille de pied, il n'y a pas de raison. Donc du coup j'ai pris la taille 2 et j'ai fait bien attention à mon point, ne pas me tromper sur les augmentations et les diminutions et bien avoir mes 8 motifs. Non, mais 7 motifs au lieu de 8. Et donc, j'ai aussi découvert comment on faisait un talon renforcé. Donc, j'en apprends plein. Alors, je l'aurais faite et défaite et redéfaite et redéfaite. Mais voilà, je suis contente. Alors, je vous avoue qu'à un moment donné, la motivation, elle était un peu disparue, quoi. Donc, la chaussette, normalement, elle comprend encore deux motifs et elle est un peu plus haute. Mais là, je me suis dit, bon, Véro, si tu veux réussir à finir ces chaussettes et pas être complètement démotivée, il va quand même falloir que tu fasses des chaussettes plus courtes. Et donc, j'ai ôté deux motifs de la longueur du haut de la chaussette pour arriver plus vite à mon talon et puis me sentir un peu moins démotivée par ce nombre de fois de détricotage. Et je peux vous dire que la laine de Angélique de The Woolly Skin, elle tient. Elle est formidable parce que après avoir été tricotée, détricotée à un nombre un nombre de fois incalculable, elle est restée nickel, quoi. Bon, bah alors c'est vrai qu'on voit un petit halo comment dire, un petit halo de laine. Mais franchement, elle est restée superbe et on ne voit pas du tout sur la texture de la laine que ça a été tricoté et détricoté plein de fois. Vous avez vu ces petites mailles trop jolies qui ressortent avec ces petites couleurs là? C'est trop beau, hein? Et ça, je m'en délecte. Euh, on tricote et tout d'un coup, il y a une petite maille qui apparaît d'une autre couleur par rapport aux autres. C'est trop mignon, j'adore. Je trouve ça super joli. Il y a une petite maille verte aussi qui est apparue là, c'est rigolo. Et puis j'ai vu que bientôt j'allais avoir une petite maille toute violette qui est là. Vraiment, les laines d'Angélique, elles sont superbes. Donc, je l'ai retricoté un petit peu dans le train pour le retour du trail. Et puis là, je la prends maintenant que j'ai le motif bien en tête, il n'y a pas de souci. Je la tricote quand j'attends mon fils pour des rendez-vous, mes enfants, enfin voilà, quand je la trimballe un peu partout. Donc elle avance moins vite, mais elle avance un petit peu quand même. Et là, j'ai fini mes diminutions et donc je vais commencer à faire le pied. Et donc pour le cal qui se termine, je crois, fin juin, où on doit avoir nos deux chaussettes, moi j'y suis pas, j'y serai jamais. Mais bon, voilà, j'ai appris plein de choses et j'étais super contente de découvrir ce joli patron. Parce que j'en ai fait de toutes mes feuilles là. J'ai écrit j'avais plus de batterie au Trail Tricot, donc j'ai écrit plein d'adresses d'Instagrammeuses que j'ai rencontrées là-bas. Tout est là, c'est précieux. Depuis, je les ai inscrites sur Instagram et je les suis, mais bon, c'est précieux. Voilà, souvent mes patrons ils me servent à ça quand je les trimballe un petit peu partout, ils me servent de petits bloc-notes et je sais, j'associe telle note, telle information que j'ai écrit sur l'un des patrons parce que je tricotais telle chose quand j'étais à tel rendez-vous, enfin bon, c'est rigolo. Voilà, pour mes chaussettes craie, et donc elles vont avancer vont avancer tranquillement, je ne me mets pas de pression, le tricot ça reste du loisir, et voilà. Je vous les ai fait pas parce
que mon câble n'est pas assez long. Et la prochaine fois peut-être. Alors, maintenant je vais vous parler du Robinia Sweater. Donc, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Il a pas mal avancé. J'ai rejoint le corps, le haut du devant et le haut du dos. Et du coup, je les ai rejoints. Et donc la dernière fois, il me semble que j'avais tout le devant et puis le dos jusqu'à cet anneau marqueur. Et donc là, maintenant, voilà, j'ai rejoint le devant et le derrière. Et voilà. Hop, c'est joli. Donc, comme la dernière fois, j'ai fait attention. Je vous avais dit que de temps en temps, j'ai mon jacquard. C'est pas toujours très facile pour moi, puisque c'est un premier jacquard, de gérer la tension de mes fils qui sont derrière. Et de temps en temps, j'ai des petites mailles qui rentrent. Alors là, je fais bien gaffe pour les suivants de pas trop serrer mes mailles derrière. Et du coup, je prends mon fil caramel avec ma main droite et mes deux fils crème côté main gauche pour réussir à avoir un rendu qui me satisfait plutôt pas mal. Donc là, je ne vous cache pas que du coup, voilà, il pourrait se tricoter très vite parce que c'est des aiguilles 5 et voilà, les motifs, on voit que ça progresse, on voit que ça avance, donc ça donne envie. Mais là, il fait trop chaud. Je m'étais dit, allez Véro, tu vas finir le bas au moins du pull, puis après tu le mettras de côté le temps que l'été passe, et puis tu reprendras pour les manches, tu n'auras plus que les manches à faire, ce sera motivant. Et en fait, j'arrive pas à le prendre, j'ai trop chaud avec. Il me tient chaud aux genoux, enfin bon bref. Donc du coup, je l'ai pas retricoté, j'ai dû le tricoter un petit peu au trail tricot, mais depuis j'ai pas retouché et je pense que je le ressortirai qu'à l'automne pour vous montrer l'avancée. Voilà. Je voulais vous parler ensuite. Alors, je recommence pour cette partie-là. Donc, je voulais vous parler d'un châle que j'ai commencé il y a un petit moment déjà. Il s'appelle My Chrysalis Shawl. C'est un châle qui a été créé par Lavagna Patricella. C'est un patron où j'ai littéralement flashé dessus. C'est un patron qui a été créé il y a un petit moment déjà. Sur le modèle de présentation, il y a un petit peu de brioche et il y a deux couleurs qui ressortent, un gris et un bleu magnifique. Et j'adorais cette association. Donc en fait, au dernier Knit It, j'avais essayé de retrouver un peu ces couleurs-là parce que j'avais vraiment envie du même châle, des couleurs qui s'approchaient. Et donc j'avais découvert les designers de l'atelier teinture qui font de la teinture de laine dans le Jura. Et donc j'avais pris cette couleur-là. J'ai perdu mes étiquettes, donc je les ai cherchées, je les retrouve pas. Bref, le boulet. Alors voilà, c'est un espèce de verre d'eau, un bleu verre d'eau, voilà. Alors il est dans la vraie vie, il est beaucoup moins bleu que dans la caméra. Il est beaucoup plus vert. Voilà. Et puis, j'avais trouvé ensuite son acolyte, puisque je voulais les mettre ensemble, chez Sukuna Troca. Il me semble que c'est une marque portugaise ou espagnole. Bref, et du coup, je m'étais dit, avec les couleurs qu'on peut trouver sur
des morceaux de cette laine, ça pouvait aller super bien ensemble. Sauf que, voilà, j'ai laissé ce châle de côté pour plusieurs raisons. Alors, il y avait quelque chose qui me chagrinait. Où j'en suis? Ça commence juste. Ma fille qui passe. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Il y a une partie avec une espèce de dentelle, voilà, sur plusieurs lignes. Et puis, il y a des petites parties brioches qui rythment le châle comme ça. C'est un châle asymétrique. Et en fait, c'est la première fois que je fais de la brioche. Donc finalement, c'est pas hyper compliqué la brioche une fois qu'on a compris le système. Il y a juste un truc que j'arrive pas avec la brioche, c'est les augmentations, parce qu'avec la symétrie du châle, on en a quand même pas mal des augmentations, et du coup moi j'y arrive pas vraiment, et j'arrive pas à obtenir les augmentations nécessaires comme il faut, quoi. Donc je vais vous reparler du trail tricot, mais j'ai rencontré Carole, une dame sur le trail tricot, et elle était en train de... Elle nous a montré un châle qu'elle avait fait en brioche. Et donc moi je lui avais expliqué mes déboires avec ce châle-là, et elle m'a dit, mais en fait, comme la brioche, tu utilises une maille sur deux, et bien c'est pareil pour les augmentations. Elle m'a expliqué ça comme ça, donc il faut que je réfléchisse et que je relise le patron. Et en fait, ça expliquerait ce que je comprends pas au niveau des augmentations. Au lieu d'en faire qu'une, on en fait deux, si j'ai bien compris. Et donc, c'est pour ça que j'arrive pas à obtenir mes augmentations qui vont bien pour mes sessions de brioche. Donc là aussi, j'ai fait et défait pas mal de fois, et en fait, autant sur cette première rangée, je me suis dit ça va le faire, c'est pas très très grave. Autant sur la rangée suivante, on voit vraiment normalement une ligne d'augmentation de ce côté-là et de ce côté-là, et j'arrive pas à les faire apparaître. Donc je les ai défaites et redéfaites. Et puis au fur et à mesure, donc ça c'est la première chose qui ne me convenait pas sur ce châle. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve que l'association, finalement, elle est plutôt fade. Et j'avais envie de quelque chose qui fasse vraiment ressortir le bleu. Et ça ne me convenait pas vraiment au niveau des couleurs. Donc, je me suis dit, quitte à le défaire pour réapprendre à refaire bien mes augmentations au niveau de la brioche, peut-être que je peux associer une autre laine qui ferait plus ressortir ce bleu-vert là que j'aime. Et à ce moment-là, il y a Gris Mouton qui détachait un peu des laines, et elle détachait de la bien-aimée. Donc on connaît tous le prix de la bien-aimée. Et donc souvent je ne me permets pas d'acheter ce genre de laine, mais là on détache, voilà, je me suis dit, allez, je me fais un petit peu plaisir. Et finalement, j'ai peut-être trouvé la couleur qui ferait ressortir comme ma première idée de châle. Voilà, donc du coup, j'enlèverai ce gris qui est finalement fait un peu, qui atténue un petit peu trop mon bleu. Et je vais essayer, je vais voir si ça fonctionne, hein. Je vais essayer d'associer plutôt ce foncé, ce gris foncé, pour bien faire ressortir le bleu comme je voulais à l'origine. Donc voilà, ce châle est voué à être défait. Si vous avez des conseils, que vous connaissez déjà bien les brioches et les augmentations, et que vous avez peut-être des vidéos par exemple, ou des blogs qui expliquent comment faire les augmentations des brioches, enfin quand on fait de la brioche, je suis preneuse. Parce que j'aimerais bien reprendre ce châle, parce que c'est quelque chose qui est léger, et du coup que je me vois bien tricoter cet été en attendant de pouvoir reprendre mon Robinia sweater. Voilà.
pour mon petit châle chrysalis. Et alors, je voulais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Mon chrysalis, je le range dans ce sac-là. Donc, c'est un sac qui a été créé par une designeuse qui s'appelle Tedrapeutique. Donc, c'est la marque Tedrapeutique et c'est une designeuse indonésienne qui utilise, je ne vais pas me rappeler du nom, qui utilise une méthode particulière de création avec du tissu. Et en fait, c'est particulier parce qu'en fait, elle recycle le tissu. Et pourquoi je suis toute noire là tout d'un coup? Bref, il y a des changements de ciel derrière moi. Bref, elle récupère les tissus sur Jakarta, donc tous les tissus de vieux vêtements, de vieux sacs, de vieilles confections, voilà, des chutes aussi chez les tailleurs, puisqu'il y a beaucoup de tailleurs sur l'Indonésie. Les Indonésiens font beaucoup de faire de vêtements sur mesure chez des petits tailleurs. Et donc, elle récupère tous ces tissus-là. Et en fait, elle a des couturiers qui les superposent et qui font des coutures pour les assembler les uns sur les autres. Et une fois que tout est assemblé, ils mettent une couche d'un des tissus choisis pour le design du sac, parce que c'est beaucoup de sacs qu'elle fait. Et il y a des coutures qui sont symétriques, symétriques, non, parallèles. Véro, tes maths, ta géométrie, elle est où? C'est des coutures parallèles et en fait, ensuite, ils viennent passer des coups de ciseaux pour faire réapparaître les tissus qui ont été superposés ensuite. Oui. Donc ça rend une texture épaisse et ça rend de très jolies choses. Donc là c'est juste un détail sur ce sac là, mais elle fait des grands sacs avec tous ces tissus batiks colorés qu'on peut trouver en Indonésie, et on voit apparaître les couleurs de tous ces tissus qui sont superposés à travers ces lignes découpées, et ça fait un peu matelassé du coup, un peu et donc Tedrapeutique, je crois qu'elle s'appelait Anne, je crois que c'est ça, mais je sais plus, je sais plus. Ça fait un peu de temps maintenant et du coup j'ai oublié les noms, j'oublie à force. Et donc elle créait plein de designs de sacs pour mettre en valeur ce travail qui est très long, hein. C'est de l'art. Et donc j'aime bien mettre ce petit projet dans ce sac-là parce que ça me rappelle quand je vivais là-bas. Et ce sac qu'elle m'avait offert lors d'un marché, on avait fait un petit échange toutes les deux, c'était très chouette. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez des couleurs, mais je pense que je vais faire ça, je pense que je vais tout défaire et je vais mettre le gris foncé. Affaire à suivre. Voilà pour le chrysalis shawl. Ensuite, eh bien, je vais vous parler du top, puisque c'est la première fois que je vais en faire un, du top Roomba. C'est à cause des pirouettes de girouette. Elle en a parlé et après, voilà, il m'est resté dans la tête. Bref, j'ai profité du trail tricot et de la rencontre avec Mathilde, je crois que c'est Mathilde, qui est derrière la marque Naticea. Donc Naticea, c'est cette marque-là. Voilà. Et donc j'en ai profité pour
pour tester des matières qu'elle crée, qu'elle teint. Donc là, c'est 95% de lin français et 5% de coton. Et donc, cette couleur-là, voilà, le bleu, hein, toujours le bleu Véro. Et donc, je lui ai pris 3 échevaux. Donc, c'est une matière, c'est pas du tout comme la laine, hein, c'est quelque chose qui est bien plus rêche. Voilà, elle propose même de le mettre en machine avant de le tricoter. Et je me suis dit que ça allait peut-être le faire pour justement ce top Roomba. Alors le top Roomba, c'est de... J'ai oublié son nom. Faut que je revienne encore. Donc, j'ai retrouvé, il avait glissé sous le canapé. Bref, j'en ai partout. Bref, alors, c'est le top Roomba de le style knitting. Donc, c'est une designeuse que j'avais jamais testée encore. Donc, c'est chouette, je vais découvrir. C'est un top qu'elle a créé pour un fil spécifique qui s'appelle... je sais plus. Elle l'a réalisé avec deux fils de light fingering. Et elle a privilégié donc un fil végétal parce que c'est un fil vraiment sans élasticité qu'il faut. Donc je me suis dit, bah, le lin, ça devrait être pas mal. Et alors, je vais pas pouvoir le dire parce qu'il y avait trop de gens que, voilà, que je connaissais pas encore, que j'ai découvert au trail, mais j'ai vu quelqu'un qui portait ce top Roomba avec un fil de Naticera, il me semble. Et donc du coup, voilà, je pense que je suis bien tombée. Et alors, j'ai commencé donc à tricoter mon échantillon et alors je suis pas totalement régulière. Il y a des endroits où c'est pas terrible. Donc là, il n'est pas lavé, hein, c'est juste commencé. Mais je me suis aperçue que là encore, elle demande à être tricotée en aiguille 3 et je tricote beaucoup trop large, donc il me faudrait des aiguilles de 75. Donc vu que j'en avais racheté, je vous avais dit pour mes chaussettes, je suis en train de les utiliser. Donc c'est les fameuses Aya ou Adi. Je vais vous dire. C'est les fameuses aiguilles que je voulais tester en même temps. C'est des Adi et en fait c'est 3 aiguilles qui permettent de tricoter des chaussettes ou des manches. Et j'en utilise donc 2 pour faire mon échantillon pour voir un peu comment ça se passait avec un 2,75. Et effectivement, au niveau du tissu, ça me plaît mieux. Bon, là, il n'est pas lavé, mais pour l'instant, au niveau de la largeur de l'échantillon, j'y suis. Donc, a priori, il va falloir que je rachète des aiguilles de 75 pour faire ce top. Donc, soit je vais aller voir ma petite mercière, soit je vais demander à Aurélie. Je vais peut-être faire une petite commande, on va voir. Donc, voilà. Les petits en cours du moment, donc c'est vraiment le début, mais ouais, ça va être sympa de se tricoter. D'habitude le tricot, moi je le laisse en l'été, j'en fais pas vraiment. Et là je me dis que ça peut être mal vu qu'on peut allier une texture, puisque c'est pas de la laine, mais une texture végétale qui va bien. Et qui va bien avec l'été, qui fait pas chaud et qu'en plus on peut la porter, ça va être trop chouette. Donc ça va être mon petit projet d'été que je vais trimballer en vacances. Voilà, dès que j'aurai mes aiguilles, je vais essayer de commencer. Et puis il me paraît quand même pas mal challengeant hein, parce qu'il y a quand même pas mal de dentelles. Ouais, il y a des bretelles. Enfin, vu que ce fil il est finalement pas si facile à tricoter, il va falloir que je sois assez régulière. Donc on va voir si avec le lavage de mon échantillon, mes points se redeviennent réguliers.
Et si avec une aiguille, enfin des aiguilles circulaires mais plus longues, peut-être que je serai plus régulière aussi, parce que là, à prendre, finalement, c'est pas, enfin, c'est ce qui fait que ça fait pas très régulier non plus, je pense. Voilà, ça m'a aussi permis d'essayer mes hadis, c'était pas mal d'essayer aussi. Donc voilà le projet de cet été. Alors je sais pas si je vais réussir à le porter cet été, s'il sera fini pour cet été, mais ce sera mon tricot d'été. Voilà, Naticea en plus elle est trop chouette, elle m'a mis des petits échantillons. Donc là j'ai un petit échantillon alors qui est bien plus doux que le lin, le linéa. C'est le fil Damia en chanvre et en coton bio. Donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais pouvoir en faire. Et puis elle m'a fait aussi essayer du fil 100% chanvre et il s'appelle le Pernel. Alors lui il ressemble par contre à la texture du lin, on sent que c'est plus rigide. Alors Mathilde elle explique bien qu'au fur et à mesure qu'on le lave, etc., la matière s'assouplit et il est de plus en plus agréable à porter. Voilà, donc j'ai hâte de voir, on verra. Sinon, pendant ce trail, j'avais dit que je vous parlerais du trail tricot à la fin du podcast et finalement je fais que d'en parler. J'ai rencontré Eve, anciennement Bobine et Pelote, que tout le monde connaît, V3, et elle avait apporté de ses merveilles et donc j'ai pas pu m'empêcher de découvrir un peu ses laines puisque c'est la première fois que je m'en procurais, et donc je suis tombée sur ce vert avec des speckles bleus juste magnifique, et ça je pense qu'à l'automne, voilà, je vais me faire un très joli châle. J'ai déjà une idée du châle, je vous dirai à ce moment-là. C'est très doux et Eve m'a expliqué que si jamais je voulais, parce que là j'en ai 400 mètres pour 100 grammes, donc ça risque d'être un châle moyen au niveau de la grandeur et de la profondeur, donc elle peut reproduire le coloris si je veux un châle un peu plus profond. Voilà, donc je vais voir si je fais un petit châle comme ça ou si j'en fais un peu plus profond. Voilà, je fais que dire des voilà. Alors ensuite je vais vous parler toujours dans le tricot de Pauline, qui est derrière la marque Laine Amourée, qui était aussi présente au Trail Tricot, que j'ai rencontré là-bas. Et Pauline, elle a sorti un magazine. Et donc aujourd'hui, dans ma boîte aux lettres, il était arrivé, c'était trop chouette, comme ça je peux vous le présenter. Donc c'est une première édition, ça s'appelle le magazine créatif, donc le printemps-été 2023. Il s'appelle Pause, et dedans, alors j'ai feuilleté rapidement, hein, il y a des modèles plus beaux les uns que les autres. Alors je ne dis pas que je ferai tout, hein, mais il y a des petites choses très très sympas. La marinière que porte très très bien Cécile, qui s'appelle Simone, c'est rigolo. Il y a également celle-ci que j'aime beaucoup, le gilet avec l'espèce de basque que j'aime beaucoup. Voilà. Et puis il y a plein de petites choses, de la lecture aussi, donc je pense que ça va être mon livre de chevet pendant quelques soirées. Son gilet aussi, on voit aussi en couverture, voilà. Et donc, ouais, j'avais envie de la soutenir dans ce projet, et que je trouve chouette comme magazine. Donc, c'est un magazine qu'elle vend à 29 €. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Et en plus, à la dernière page, il y avait un petit clin d'œil à mon canage, puisqu'il y a un dossier en canage. C'est drôle. Et alors, petite surprise bizarre, hein,
Mais j'avais deux courriers dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai reçu le magazine 2 fois. Donc j'ai envoyé un petit message à Pauline parce que bah, c'est pas normal. J'ai payé qu'un magazine et j'en reçois 2. Dedans, on avait une petite carte avec un petit thé à déguster, une petite tisane, peut-être bien plutôt. Et donc, bah, je vais voir avec Pauline comment est-ce que je peux lui renvoyer ce deuxième magazine parce que j'ai vérifié sur mon compte, j'ai bien été prélevée qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas de raison que j'en reçoive 2. Il y a dû y avoir une petite erreur. J'espère qu'elle n'a pas plusieurs adresses comme ça qui ont été doublées parce que sinon ces magazines vont être... Enfin, peut-être y avoir des gens qui ne les ont pas reçus et puis moi j'en aurais reçu 2. Enfin bon, bref, je sais pas. Donc je vais attendre d'avoir son retour et puis je vais voir comment est-ce que je lui envoie le deuxième. En tout cas, j'étais très contente de pouvoir participer à cette belle aventure de création et je suis ravie d'avoir le numéro 1. Voilà pour le tricot. C'est pas mal déjà. Alors, on est parti pour la partie canage. Je me suis reculée un petit peu pour vous montrer un petit peu. Donc, j'ai enfin terminé ma chaise qui était en cours de création. Et donc, je voulais parler des finitions aujourd'hui. Ici, ce sont des finitions en couture. Et oui, la couture n'est jamais loin pour moi. Et donc, on termine souvent les chaises de canage enfin, surtout celles qui sont effeuillées là, sur le côté, celles qui ont un petit rebord. Et donc on termine le canage pour que ce soit joli et esthétique par une canne un petit peu plus large et on la coud avec une canne très très fine tout le long dans chacun des petits trous que l'on canne. Voilà, donc ma chaise est terminée. Alors c'est une chaise que j'aurais peut-être dû reconsolider un petit peu plus puisque elle est un peu château-brelan. Alors je l'avais recollée, hein, mais je ne suis pas ébéniste. Je ne suis que canneuse et effectivement elle bouge un peu quand on s'assoit. Bon, on verra le temps qu'elle tiendra. En tout cas, je me suis bien fait plaisir sur ce canage. C'était très chouette à faire. Alors, ça c'était pour ma chaise cannée terminée. Ah, et je voulais vous montrer quelque chose aussi. Voilà, je recommence cette partie-là parce que ça n'a pas enregistré. Donc, je vous parlais de ce que j'avais utilisé pour faire mon canage. Donc, c'est des cannes que l'on reçoit enroulées comme ceci, bien fermées. Et donc, on utilise un brin à chaque fois qu'on tire et qu'on trempe dans l'eau, quelques minutes, hein, pas longtemps, pour que ça soit assoupli et qu'on puisse le travailler. Et donc, pour faire la couture de ma chaise, tout autour, la finition, j'ai utilisé une canne de 3 mm, donc que l'on trouve tout autour. Ah pardon, je vous ai bousculé. Tout autour, voilà, c'est la canne un peu plus épaisse. Et puis pour la coudre et la maintenir, on utilise un brin bien plus fin, donc vous allez voir la différence. Voilà. Donc le brin bien plus fin, on peut même utiliser du 1,6, mais là je crois que c'est du 1,8, j'avais pas plus fin. Et donc j'ai utilisé du 1,8 et elle me sert à passer dans chacun des trous pour maintenir ma canne de 3 mm tout autour et faire mes finitions. Voilà. Et donc en dessous, on voit tous mes petits nœuds, tout le travail qui s'est fait. Et voilà. Donc une chaise de terminée.
J'ai un nouveau projet. Voilà, si ça vous intéresse pas, le canage, je comprends, hein, c'est comme des histoires de tricot ou de couture. Enfin, on parle, on a l'impression d'être. Enfin, c'est vrai qu'on est dans notre langage et dans notre bulle créative et voilà. Enfin, si ça vous intéresse pas à passer à un autre chapitre, il n'y a aucun problème. Donc là, j'avais envie de vous présenter le prochain projet que je vais écrire. Donc c'est ce fauteuil-là. Voilà. Il est joli, hein? Alors, il a subi quelques intempéries, quelques frasques du temps. Alors, j'ai pris quelques notes parce que du coup, j'essaye d'apprendre en même temps le style des chaises que je canne, d'apprendre un peu les histoires de ces chaises et tout ça. Donc, j'ai fait quelques recherches. Et donc, ce fauteuil-là, ça s'appelle un fauteuil cabriolet. Et alors, c'est un fauteuil style Louis XV, Louis XVI, donc milieu voire fin XVIIIe siècle. Et donc ces fauteuils cabriolets, on les appelait cabriolets quand le dossier est concave, voilà. Quand les accoudoirs sont aériens et non remplis. Et puis surtout, si je le mets là, surtout on voit qu'ils sont très larges au niveau des accoudoirs et en fait à l'époque c'était pour que ces grandes dames des châteaux, les reines, tout ça, puissent s'asseoir avec ces robes très larges et volumineuses qu'elles portaient. Voilà. Et donc c'était plus facile pour elles de s'asseoir avec ces accoudoirs élargis. Et alors, sinon, sur les accoudoirs, sur les styles Louis XV et Louis XVI, on voit aussi que c'est souvent très travaillé. Voilà. Quoi d'autre? Et quand on regarde le fauteuil en face, on voit aussi que les pieds, surtout les pieds de devant, ils sont souvent travaillés et sur des lignes sinueuses. Ça s'ouvre et comme ils disent que c'est une façon un peu arbalète. Voilà. Voilà. C'est souvent un siège léger qu'on tire facilement pour s'asseour. Voilà. Donc ça, c'est les fauteuils cabriolets. Et alors, il ne faut pas les confondre a priori avec deux autres styles de fauteuils. Les styles de fauteuils bergère, donc ça c'est des fauteuils où les accoudoirs sont pleins, et les styles de fauteuils à la reine, et à la reine, les fauteuils à la reine, ils ont le dossier droit et non concave. Donc si vous avez un fauteuil de ce style avec un dossier droit, c'est un fauteuil à la reine. Et puis si vous avez un fauteuil avec des accoudoirs pleins, ce sera un bergère et non pas un fauteuil cabriolet. Voilà. Qu'est-ce qu'on en apprend? Donc, sur ce fauteuil, j'ai prévu de refaire non pas le dossier parce qu'il est en parfaite santé. Hein, le canage est encore tout à fait bien portant. Alors, vous allez voir un petit peu la différence avec le mien juste avant. Là, c'est une couture qui a été chevillée. Donc, ils ont utilisé deux méthodes ici. Voilà, on voit. En fait, la canne un peu plus large qui fait la couture du tour, elle est tenue par des micro-chevilles qui sont insérées dans chacun des trous et qui maintiennent le canage du dossier. Et pour le fond, il va falloir que je refasse. Donc ce challenge là, c'est déjà tout défaire et puis
là, c'est un canage qu'on appelle chevillé collé. Donc dans chacun des trous, il y a une cheville qui a été rapportée et qui a été collée. Donc j'ai un gros nettoyage de trous à faire. Pour chacun des trous, il va falloir que je sois très prudente pour ne pas abîmer la chaise. Et puis j'ai un petit peu aussi de collage et une petite réparation à faire avec le bord du dossier là, mais rien de grave. Voilà, donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir me mettre au travail. C'est mon prochain fauteuil. Voilà pour le canage pour cette fois. Podcast, j'avais envie de vous parler du trail tricot. Le week-end du 11 juin, j'ai pris le train de Lyon jusqu'à Angers. J'ai rejoint ma cousine Cathy et elle m'a emmenée, elle m'a accompagnée, elle me suit dans toutes mes folies tricotesques. D'ailleurs, je lui envoie plein de gros bisous. On a loué un petit Airbnb et on s'est fait un grand week-end tricot. C'était vraiment très chouette. C'est assez impressionnant toute cette organisation, tous ces gens rencontrés, tout ce partage. Et j'ai vécu un moment, mais alors hors du temps, et c'était juste fantastique. Ça fait très bizarre parce que je suis une amatrice de podcast, donc je suis pas mal de tricoteuses et de couturières sur les réseaux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appris que Cécile de Que font mes mains faisait un trail tricot et que j'ai eu envie d'y participer. Et qu'elle avait un conjoint qui s'appelait Tricochou et qui tricotait aussi. Enfin, on découvre un tas de personnes comme ça à travers des vidéos et à travers YouTube. Mais en fait, là, on les a vues en vrai. Ça fait bizarre. Et j'ai adoré. Et je trouve ça extraordinaire que Cécile et Benoît prennent autant d'énergie pour nous offrir des moments pareils, parce que c'est juste incroyable. Et j'ai déjà participé à des festivals de laine mais jamais vraiment des rencontres. Et là, de se rencontrer tous, de voir qu'on parle tous le même langage et puis que ce soit naturel et simple c'était waouh. Donc merci Cécile et Benoît pour tout ça, merci à tous vos acolytes, merci à ceux qui vous ont aidé à préparer. Alors je reprends la vidéo quelques moments après, ma voisine est venue, elle avait besoin de moi et puis les enfants sont rentrés de l'école, la vraie vie quoi. Il fallait que je les emmène aux activités sportives. Maintenant c'est fait. J'ai un petit moment pour terminer cette vidéo. J'espère que je vais y arriver. On était en train de parler du trail tricot. Je commençais à être bien bavarde et j'ai juste envie de vous dire que c'était super, trop bien et que j'ai envie d'y retourner l'année prochaine. Et j'ai remercié Cécile et Benoît et je les remercie encore. J'ai pas envie de citer qui que ce soit parce que j'ai peur de blesser ou parce que j'aurais oublié quelqu'un, c'est sûr. Il y a eu tellement de rencontres, tellement de gens. Il y en a, j'ai même pas leur nom, mais j'ai leur visage, j'ai en tête les échanges qu'on a eus sur le tricot, sur la couture, sur la vie aussi. Et du coup, je vais plutôt vous mettre quelques images et voilà, je vais vous partager ce moment-là à travers quelques images du trail. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a quelques petites vidéos que j'ai faites. Ça va vous donner l'ambiance. Et puis, voilà. Et puis, j'espère que ces petites vidéos, elles vous donneront l'envie de vous inscrire l'année prochaine. Parce que c'est vraiment un chouette moment. Voilà.
Allez, avec le tricot derrière. Voilà. Voilà, une très très bonne journée qui s'annonce. Hop là. Que des tricoteuses. Que des tricoteuses. Là. Pas que l'Arvétal se dédouble. Mais pourquoi est-ce que nous, c'est pas comme la nôtre en fait? Parce que Ça n'a rien à voir avec la nôtre, ça. parce que c'est une qualité, tu sais, chinée un peu, enfin mélangée. Elle est très belle. Mais même au touche. Au niveau du rang, hein, parce que quand tu es là, tu te rappelles plus où tu étais là. Mais oui, j'avoue. Oh là là, mais non. D'accord, donc quand on en finit une, On change d'aiguille et de fil, on n'oublie pas. voilà. C'est le point bambou. Pour finir dans le noir, presque dans le noir, bref, je voulais vous remercier de m'avoir suivi sur ce podcast. Je rappelle mon nom, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, une bullette. Ce podcast est encore une fois parfaitement imparfait, comme les deux précédents. Merci en tout cas pour votre indulgence et puis le suivi de ce podcast. Si vous êtes resté jusqu'au bout, bravo. Et puis je vous embrasse bien fort, j'espère à une prochaine fois et à bientôt.